Bonjour à tous, Sophie Tricot, ravie de vous accueillir dans notre usine de Chasseneuil-de-Poitou, qui est vraiment pour nous l'illustration de notre savoir-faire et de ce qu'est Forsy Power. Merci à Bluecom pour l'organisation de cet événement. Je vais commencer par rapidement vous présenter la société, expliquer comment on se situe au sein de la chaîne de valeur batterie. Batterie, on entend beaucoup parler de gigafactory actuellement, et en général, ça concerne plutôt les cellules électrochimiques. Alors, on ne fabrique pas ici de cellules électrochimiques. En revanche, nos ingénieurs vont qualifier, vont tester toutes les électrochimies, les cellules qui existent chez les plus grands fabricants internationaux pour ensuite pouvoir les incorporer dans nos systèmes batteries. Donc chez Forsy Power, on conçoit et on fabrique des systèmes de batterie dits intelligents et on intègre toutes les compétences au sein du groupe pour créer ces systèmes de batterie, donc de l'ingénierie mécanique, thermique, électronique, soit à la fois le hardware mais aussi la partie logicielle, et donc toutes ces compétences permettent ensuite de former des packs et des systèmes de batterie qui vont ensuite être intégrés au sein des véhicules. Donc les véhicules, on le verra tout à l'heure, on va dire c'est toutes les mobilités sauf la voiture qu'on adresse. On va accompagner nos clients dans l'intégration de ces systèmes batterie à bord des véhicules, qu'ils soient véhicules lourds ou légers d'ailleurs, et pendant la durée de vie. Et ensuite, on accompagne aussi la seconde vie. On parlait justement à l'instant de l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, on intègre difficilement la seconde vie parce que les calculs sont encore un peu trop complexes. Mais après une première vie, si on prend un système de batterie pour le bus, par exemple, au bout de 8 à 10 ans, le système de batterie va encore avoir 80% de sa capacité. 80%, c'est énorme. Donc plutôt que d'envoyer directement ces systèmes de batterie au recyclage, on va pouvoir intégrer les systèmes dans des containers qui, associés par exemple à un réseau pour venir en backup ou à la production d'énergie renouvelable, va pouvoir poursuivre une vie à la fois donc en réduisant son empreinte environnementale et en optimisant l'empreinte économique également du système batterie, puisque ça génère des revenus complémentaires. Et enfin, donc, le recyclage, la fin de vie, on ne recycle pas, nous, les systèmes de batterie. En revanche, dans la manière dont on conçoit nos systèmes, donc par l'éco-conception par exemple, on va pouvoir optimiser le recyclage, et on accompagne nos clients aussi pour faire en sorte que ces systèmes soient le mieux recyclés possible. Ouais, on voit difficilement la carte du monde. Donc quelques chiffres clés, je vais essayer d'être assez rapide. Forsy Power a été créé il y a 11 ans maintenant par Christoph Gürtner, qui est actuellement notre président-directeur général, avec cette volonté de développer des systèmes de batterie pour le transport lourd en Europe. Il avait observé l'émergence de ces modes de transport en Asie il y a déjà bien longtemps. Et c'est vrai, quand il est arrivé en Europe avec cette idée-là, ça passait un peu pour farfelu il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Mais voilà, l'actualité fait qu'il avait bien raison. Et donc, on a depuis connu une croissance assez forte, un peu plus de 40% sur les 5 dernières années. Aujourd'hui, on est présent un petit peu partout dans le monde. Donc, avec cette usine de Chasseneuil-du-Poitou qui a été établie en 2018 pour le démarrage en fait de la production en série des systèmes pour les véhicules lourds. Le site aujourd'hui héberge environ 200 collaborateurs et adresse le marché principalement du bus, mais également d'autres véhicules non routiers, ferroviaires. Vous le verrez pour certains d'entre vous pendant la visite. Voilà, beaucoup de compétences sont hébergées sur ce site. C'est vraiment une fierté. C'est un beau site industriel. C'est des équipes formidables qui ont appris aussi un métier ici. On est dans une nouvelle industrie avec des nouveaux métiers. Donc, on a fait beaucoup de formations en interne. Et c'est un site qui a vocation à grandir au fur et à mesure que le marché évoluera.
Donc on est présent. Donc le siège est à Paris, on a un centre de R&D également à Paris. Cette unité de production, on a 15 000 mètres carrés et vous voyez qu'il y a encore de la place pour faire évoluer le site. On a un petit site de production en Pologne pour des systèmes plutôt légers, mais qui est aussi un site de SAV pour la mobilité légère. On a un site assez conséquent en Chine avec également un centre de R&D. Donc c'est vraiment ça, c'est notre pôle, on va dire, industriel pour l'Asie-Pacifique. On a un site en Inde pour adresser le marché indien. Maintenant, avec les barrières commerciales, de plus en plus de pays imposent une localisation de la production. Donc, on a très vite installé en Inde une unité de production quand la réglementation a été modifiée. Et dans quelques semaines, jours, nous allons annoncer donc, notre implantation en Amérique du Nord. Pareil, pour pouvoir adresser le marché local du transport public qui demande une production locale. Donc on va s'établir là-bas, sachant que les États-Unis sont un petit peu en retard. Nous, on est en retard par rapport à l'Asie et eux sont en retard par rapport à l'Europe. Donc on va arriver avec des solutions éprouvées en Europe sur un marché nord-américain, ce qui devrait être plutôt en notre faveur. Aujourd'hui, Forsee Power, c'est plus de 1200 bus équipés dans le monde, principalement en Europe et principalement des batteries qui sortent de cette usine ici. C'est plus de 100 000 véhicules légers également équipés, donc des 2 roues, scooters. On équipe notamment, alors plutôt des acteurs asiatiques, mais en Europe, Piaggio avec la Vespa électrique par exemple. Mais ce sont aussi des 3 roues, 4 roues légers qui se développent très fortement évidemment en Chine et en Inde. On a une capacité de production d'environ 3 gigawattheures à la fin de l'année, capacité c'est pas ce qu'on produit, on est toujours en avance de phase par rapport à la capacité de production pour pouvoir vraiment accompagner l'évolution du marché. Et donc le groupe aujourd'hui, c'est 600 collaborateurs dans le monde avec une très grosse compétence en recherche et développement puisqu'on a environ 160 ingénieurs au sein du groupe. Comment ça fonctionne et comment on adresse nos marchés? En fait, on a développé des briques technologiques que vous voyez là. Donc, les gammes Life et Go, c'est plutôt pour la mobilité, enfin pour les appareils industriels et Go pour la mobilité légère. Après, pour la mobilité lourde, on va avoir 3 gammes, 3 technologies. Donc, Zen, ce sont des batteries de haute énergie qui vont permettre d'avoir une très forte autonomie, de pouvoir opérer toute la journée. On a la gamme Flex qui est un mélange d'énergie et puissance et la gamme Pulse qui va proposer des batteries haute puissance pour la charge rapide, ultra rapide ou les véhicules à hydrogène. On oppose souvent l'hydrogène avec la batterie, mais en fait pour faire fonctionner un véhicule à hydrogène, il faut également une batterie. Et on propose ces technologies dans des formats différents, des formats qui vont plutôt aller sur le toit du véhicule ou à l'arrière. Et on vient de lancer un format extra plat, le Zen Slim, qui est en fait la batterie modulaire la plus plate au monde. Et ça va nous permettre d'insérer ces systèmes de batterie dans des espaces qui étaient inoccupés, enfin le châssis ou même d'autres espaces du véhicule, sans prendre la place du passager, ce qui est très important pour les véhicules électriques. On a également des offres dédiées notamment au marché ferroviaire avec des chargeurs très rapides avec des convertisseurs de puissance. Et donc on adresse en fait des marchés donc, que vous voyez là. Donc les véhicules légers, on va peut-être les mettre de côté aujourd'hui. On va se focaliser davantage sur les véhicules lourds. Il y a les véhicules non routiers, donc de construction industrielle, agricole, les bus et les camions, les trains et les bateaux qui vont utiliser ces briques technologiques qu'on va adapter. Donc nos ingénieurs systèmes vont ensuite les adapter pour qu'ils puissent intégrer les véhicules. On propose également des services, et les services, c'est extrêmement important. On est aujourd'hui les seuls à proposer toute cette panoplie de services, puisque ça va venir accélérer en fait l'adoption de l'électromobilité. Alors on propose des solutions qui sont vraiment clés en main. On s'adapte aux besoins soit du constructeur ou de l'opérateur pour, par exemple, définir l'intégralité de l'électrification d'une ligne en prenant en compte l'infrastructure et même le réseau d'énergie. On propose des formations pour les constructeurs, mais aussi pour les opérateurs, pour qu'ils puissent manipuler les batteries avec précaution. On est quand même sur des produits à manier avec prudence. Vous le verrez d'ailleurs, pour ceux qui visitent, ne mettez pas vos mains partout et suivez bien les allées.
On propose également des accompagnements pour la maintenance, de la maintenance préventive. On a également des équipes qui se déplacent chez nos clients. La dimension digitale est également très importante, pas seulement sur voilà, suivre la batterie, mais on va pouvoir aussi aujourd'hui aller encore plus loin et analyser en fait l'utilisation du véhicule, la manière dont un conducteur va conduire un bus pour vraiment optimiser les véhicules et la durée de vie de la batterie. Donc il y a vraiment voilà, toute une panoplie de services et en plus le financement c'est très important. On voit que c'est de plus en plus adopté, peut-être un peu moins en France, mais la partie financement, location batterie ou véhicule est de plus en plus intégrée aux appels d'offres par les villes, parce que le coût d'acquisition est supérieur à un véhicule thermique, même si on verra que sur la durée de vie du véhicule, c'est largement compétitif. La location est quelque chose qui va se développer de plus en plus. On le voit au Royaume-Uni et en France, c'est en train d'être adopté. Forcy Power aujourd'hui, donc on est numéro 1 sur le marché du bus, les systèmes de batterie pour le marché du bus. On accompagne beaucoup de constructeurs, on ne peut pas tous les citer, mais notamment Iveco Eliez, Caetano, Alstom, Wrightbus au Royaume-Uni. On est également donc un acteur très bien placé sur le marché de la mobilité légère, qui est un marché vraiment qui est asiatique. On est le premier européen sur ce marché en Asie. Et on est numéro 1 sur les batteries pour les véhicules lourds à hydrogène. Passer assez rapidement. Donc sur le positionnement, et ça je pense que c'est important, on adresse beaucoup de marchés de la mobilité, mais pas celui de la voiture, pour la simple et bonne raison que les batteries pour les véhicules particuliers sont intégrées directement chez le constructeur. Donc nous, on va adresser en fait des véhicules qui représentent un certain volume, mais pas suffisamment pour être intégrés chez le constructeur. Donc ça va être la marine, le rail, les véhicules non routiers, les véhicules spéciaux type véhicules miniers, les bus évidemment, et puis les véhicules légers et commerciaux légers qui ne sont pas des plateformes de très très grand volume. Ce sont également des véhicules qui vont être utilisés de manière très intensive et donc qui vont avoir un impact positif sur le climat, puisque on le disait, ce qui va peser dans l'empreinte carbone du véhicule électrique, c'est la fabrication de la batterie principalement. Si on a un usage intensif, et nous en fait on fabrique, ce qui va nous démarquer par rapport à d'autres constructeurs, c'est qu'on fabrique des batteries qui vont avoir des cycles de vie très longs, qui vont durer, qui vont être performantes. De fait, l'impact va être positif sur les marchés qu'on adresse. On est un acteur durable reconnu. On contribue évidemment à réduire les émissions avec nos solutions. Mais comme on le disait, la batterie, elle a également une empreinte qu'on a pour vocation à réduire. Alors le développement durable, ça n'est pas que l'environnement, le climat, c'est également ce qu'on peut faire pour nos collaborateurs. Donc développer les compétences, créer de la valeur, protéger, voilà, accompagner toutes nos équipes dans ces nouveaux métiers pour faire en sorte qu'ils travaillent dans un environnement de travail sûr. Toutefois, au niveau du climat et de l'environnement, nos gros efforts, ça va être de travailler sur la réduction de notre empreinte carbone. Alors, on a un petit levier au niveau de nos propres opérations. Ce qui va faire beaucoup la différence, c'est la fabrication des cellules électrochimiques et ça va être le transport pour l'approvisionnement et vers nos clients. Donc on attend avec hâte de pouvoir se fournir en cellules électrochimiques en Europe pour le marché européen. Et puis en Amérique du Nord, pour le marché d'Amérique du Nord, ça ne va pas venir tout de suite. Les gigafactories dont on parle actuellement, c'est plutôt pour adresser le marché de la voiture. Mais voilà, bon, peut-être à partir de 2025, on peut envisager de commencer un sourcing local. Et donc là, on verra très probablement un impact. On travaille également sur la réduction des déchets. Avant d'envisager le recyclage des déchets, on veut vraiment réduire au maximum les déchets, donc travailler avec des solutions réutilisables avec nos fournisseurs, mais également avec nos clients. Par exemple, utiliser des racks en métal où on va pouvoir poser les systèmes de batterie, les livrer chez le client et les faire revenir pour éviter de générer du déchet. Et on progresse bien dans le domaine, notamment avec Roxane ici présente.
On travaille également sur... alors, le calcul de l'empreinte carbone, c'est toujours très complexe. On fait partie de l'initiative dont Michael fait également partie avec Carbone 4 pour un petit peu en amont en fait, de la prochaine directive batterie pour travailler sur le calcul de l'empreinte carbone de la batterie fabriquée en Europe. Ça va être très intéressant de voir voilà, comment les calculs sont faits et comment nous, on va pouvoir avoir un impact sur ce calcul. Et puis enfin, voilà, on se fait évaluer par des organismes d'évaluation développement durable, donc EcoVadis pour nous évaluer en tant que fournisseur pour nos clients, et puis Etifinance en amont de notre introduction en bourse, on a choisi Etifinance, on continuera de le faire. On voit qu'on a un niveau qui est plutôt avancé par rapport à nos pairs. Et ça, c'est vraiment le résultat d'une prise de conscience de l'entreprise bien avant les réglementations ou même une obligation de communiquer sur la performance de développement durable. Bon, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, ça a été bien couvert, mais voilà, les véhicules électriques émettent beaucoup moins que les véhicules thermiques, c'est un fait, en prenant l'intégralité de la chaîne de valeur. On voit qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine croissance sur les véhicules lourds, et il y a différents moteurs de croissance. Il y a déjà les zones urbaines qui imposent des restrictions, soit des zones zéro émission. Alors en France, on n'est pas trop encore zone zéro émission, mais faible émission. Ça laisse la porte entrée au gaz. Mais il faut toujours un mix, on va dire, énergétique. Pourquoi pas? Mais voilà, il y a des villes comme Londres qui vont imposer du zéro émission en ville. Les gouvernements également imposent certaines réglementations, certains quotas. Et puis, on a également les utilisateurs, notamment, si on le verra pour le marché du bus, qui sont moteurs dans l'adoption de cette électromobilité, puisqu'ils y voient un avantage. Alors, il y a l'avantage environnemental, évidemment, mais il y a l'avantage économique aussi. On voit, donc, la majorité du marché, c'est la Chine. Ils ont démarré bien avant nous. Donc là, on est sur les véhicules lourds électriques. On voit que c'est vraiment dominé par la Chine. Donc si on regarde les deux graphes de droite, on voit qu'il y a eu un vrai démarrage plutôt en 2018. Et d'ailleurs, c'est quand nous avons commencé à l'industrialisation de nos systèmes de batterie, c'était à ce moment-là. Et là, le marché a vraiment démarré, porté par le bus, mais également certains segments de camions. C'est une étude ICCT qui date de décembre 2021, qui s'appelle Race to Zero, qui est assez intéressante si vous voulez plus d'informations sur les véhicules lourds électriques. Ce qu'on voit aussi, c'est que le coût total de possession, c'est un nouveau paramètre pour faire le choix de passer à l'électrique. Avant, on regardait le coût d'acquisition. Et là, avec l'électrique, on va regarder la valeur sur la durée de vie du véhicule. Et là, ce que vous voyez ici, c'est même sans prendre en compte la seconde vie. C'est vraiment juste avec la première vie. Le coût d'investissement initial, il est favorable au diesel. Mais ensuite, voilà, l'électricité, carburant, la maintenance, c'est en faveur de l'électrique. Et on voit sur le graphe de droite que même avec un changement de batterie, vous avez un petit décrochage au niveau de la courbe orange. Ça, c'est le changement de la batterie. Donc, vous allez avoir un coût supplémentaire. Malgré ce coût supplémentaire, on arrive à une parité avant la fin de vie du véhicule. Et ça, c'est avant même d'intégrer les programmes de subvention qui se développent de plus en plus pour le passage à l'électrique. Donc sur le bus, le TCO, il est avantageux depuis 2018 pour la simple et bonne raison que vous avez un véhicule qui va être utilisé 16 heures par jour. Donc vous avez un usage intensif qui fait que le TCO va être vite favorable. Pour les autres véhicules lourds, alors après ça dépend des catégories de camions, mais ça va plutôt être proche 2030 et puis pour les gros véhicules un petit peu au-delà. Bon, les potentiels de croissance, ils sont énormes. Alors là, nous, on l'a fait par rapport à la valeur de marché du système batterie, mais on voit l'évolution d'ici à 2027. Et les moteurs, voilà, c'est le TCO, c'est le cadre réglementaire, évidemment,
c'est la demande des utilisateurs et c'est aussi l'efficacité, c'est la technologie aussi qui permet aujourd'hui de faire en sorte que l'adoption de l'électromobilité se développe. Il y a plus sur certaines typologies de véhicules, il n'y a plus de frein technologique. Si on prend le cas du bus, par exemple, aujourd'hui, avec les systèmes de batterie, on va pouvoir faire très largement les kilomètres demandés par le véhicule sur une journée. Donc il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas passer à l'électrique. Sauf sur des distances très très longues. Et là, à la rigueur, l'hydrogène, qui ne présente pas le même TCO, certes, peut être une solution. J'ai encore un petit peu de temps ou... Sur le marché, donc on voit le marché du bus, hein, il y a encore beaucoup à faire sur ce marché-là, une très forte évolution qui est attendue. Et là, voilà, bon, les drivers, le TCO, la réglementation, c'est ce qui fera la différence. On est surtout sur des véhicules qui vont être en charge au dépôt la nuit. C'est surtout sur le territoire français ce qui est très observé à 90%. Il y aura un peu d'hydrogène, un peu de charge d'opportunité, mais on est vraiment sur de la haute énergie pour ce marché-là. Sur les véhicules non routiers, alors Michael en parlait tout à l'heure, il y a aussi un très fort développement. Sur les véhicules non routiers, il y a un moteur qui est un déclencheur qui est un peu différent des autres. C'est aussi les aspects de santé et d'émissions sur les chantiers, et notamment dans les zones confinées. Il y a des réglementations et il y a une vraie incitation à réduire ces émissions et à passer à l'électrique pour le travailleur qui est toute la journée à côté d'un moteur qui tourne en permanence. Le fait de passer à l'électrique, ça va avoir un impact très très fort sur la santé et également une réduction des vibrations et du bruit. Donc on est vraiment sur une amélioration de l'environnement de travail. Il y a beaucoup de véhicules qui sont en train d'étudier cette électrification. Et aujourd'hui, tous les constructeurs de mini-pelles proposent ou vont proposer des solutions électriques pour ces véhicules-là. Alors dans les véhicules non routiers, ce ne sera pas toujours du 100% électrique. Hein. Il y a des véhicules agricoles où vous allez devoir, par exemple, faire de la distance pour aller jusqu'au lieu d'opération. Donc là, vous allez peut-être être plutôt sur du thermique et puis l'électrique prendra le relais. Mais en tout cas, c'est un marché, nous on le voit, on a des dizaines et des dizaines de projets en cours. Ce sont des marchés qui vont exploser et avec des typologies de véhicules tellement variées que ça va être très très intéressant. Et la problématique de la charge sera également très intéressante, la recharge en ville notamment. C'est des sujets qui sont en train d'être étudiés. Et c'est d'ailleurs un des freins même pour les véhicules lourds. Alors il y a pas mal de travaux à l'heure actuelle sur la recharge des véhicules lourds, mais aussi de ces véhicules non routiers qui sont à prendre en compte, avec peut-être imaginer des stations de charge mobile, alors avec du stockage stationnaire mais mobile qu'on viendra amener dans les villes pour permettre la recharge de ces véhicules. Et puis je vais finir rapidement sur le marché du rail et de la marine. Donc ça, c'est un marché qui mettra un petit peu plus de temps à se développer. Il ne faut pas imaginer, par exemple, qu'un bateau fera une traversée de l'Atlantique avec des batteries. Ça n'arrivera pas. En revanche, l'électrification pour les consommations d'énergie dans les ports ou les entrées et sorties de ports, ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Ou même l'électrification de l'intégralité d'un port. Singapour, par exemple, s'est fixé pour objectif zéro émission. Donc les containers, les porte-containers, tout ça, ça va être électrifié. Ce sont des marchés assez astronomiques. Et pour le train également, beaucoup de projets. Ici, par exemple, on fabrique dans cette usine des systèmes de batterie pour le TER Régiolis. Donc c'est un TER qui était équipé de moteurs diesel. Et en fait, on va venir remplacer un moteur diesel sur deux par des systèmes de batterie. Donc ça permet de circuler en gare sans émission. Il y a de la récupération également au freinage. Et ça permet surtout, en fait, alors il y a un gain environnemental d'émissions d'environ 30%.
mais c'est aussi un gain financier. Électrifier en fait des lignes de chemin de fer, c'est extrêmement coûteux. C'est encore plus coûteux sur tunnel ou sur un pont. Et voilà, l'avantage de la batterie, c'est que vous allez réduire les coûts et de pouvoir électrifier quand même les véhicules. Et là, des potentiels d'électrification qui sont assez conséquents, alors que ce soit des trains à hydrogène ou du 100% batterie pour des petits trajets ou de l'hybride diesel pour certains. Écoutez, je vais m'arrêter là. On est ravis de vous accueillir. Merci à tous.